Ma famille a boycotté l'ouverture de ma clinique, craignant mon échec. 2 ans plus tard, face à mes 8 millions d'euros de gains, ils ont voulu s'associer. Je leur ai ri au nez. Ma réponse les a laissés sans voix. Je m'appelle Chloé Dubois, j'ai 24 ans, et ma famille vient de me dire que choisir la chirurgie plastique plutôt que la cardiologie, c'était comme choisir de vendre des sandwichs merguez frites au lieu de pratiquer la chirurgie cérébrale. Mon père m'a regardé de l'autre côté de notre table en acajou, comme si je venais d'annoncer que j'abandonnais mes études pour devenir artiste de cirque. La déception dans ses yeux n'était pas nouvelle, mais la nature publique de sa désapprobation l'était. La chirurgie plastique, Chloé, vraiment? Le docteur Jean-Pierre Dubois, cardiologue de renom, a posé son verre de vin avec la précision qu'il utilisait en salle d'opération. Après tout ce que cette famille a bâti ma mère, le docteur Isabelle Dubois, neurologue et chercheuse publiée, n'a même pas levé les yeux de son saumon. C'est de l'esthétique, ma chérie. À peine de la vraie médecine. Laissez-moi vous brosser le tableau de la dynastie Dubois. Mon père a réalisé plus de 3000 chirurgies cardiaques, sauvé d'innombrables vies et son nom est inscrit sur une aile de l'hôpital de la Croix-Rousse. Ma mère donne des conférences à la faculté de médecine de l'université Claude Bernard Lyon 1 et a rédigé des articles que d'autres neurologues citent comme l'Évangile. Et puis il y a mon frère aîné, Antoine, qui suit les traces de papa en cardiologie, bien que sa version consiste à arriver en retard aux visites et à traiter les infirmières comme des assistantes personnelles. Le nom Dubois a du poids dans les cercles médicaux lyonnais. Quand les gens l'entendent, ils pensent excellence, dévouement, intervention qui sauve des vies. Ils ne pensent pas aux rhinoplasties et aux augmentations mammaires, ce qui est exactement la façon dont mes parents voient la chirurgie plastique. Chloé, a poursuivi mon père, coupant son steak avec une précision chirurgicale, la chirurgie plastique, c'est de la médecine de vanité. Il s'agit de gagner de l'argent sur les insécurités des gens, pas de sauver des vies. Je m'étais préparé à cette conversation pendant des mois, sachant qu'elle finirait par arriver. Papa, la chirurgie réparatrice aide les grands brûlés, les survivants d'accidents, les enfants nés avec une fente palatine. Oh, s'il te plaît, a interrompu Antoine, sans lever les yeux de son téléphone. Tu ne vas pas te lancer dans la chirurgie réparatrice, et nous le savons tous. Tu veux poser des prothèses mammaires sur la Côte d'Azur parce que c'est de l'argent facile. La supposition m'a piqué au vif car elle était si typique de l'incapacité de ma famille à voir au-delà de leur définition étroite de la médecine digne de ce nom. Ils avaient déjà décidé de mes motivations sans me poser de questions sur mes projets ou mes intérêts réels. Je m'intéresse à tous les aspects de la chirurgie plastique, ai-je dit d'une voix égale. Y compris le travail de reconstruction, la reconstruction post-traumatique, et oui, les procédures esthétiques qui aident les gens à se sentir en confiance. Ma mère a finalement levé les yeux. En confiance. Chloé, ce n'est pas de la médecine. C'est de la thérapie au scalpel. La façon dont elle l'a dit, comme si je projetais d'ouvrir une boutique de lithothérapie au lieu d'un cabinet médical légitime, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la fin de cette conversation. J'ai déjà été accepté au programme d'internat en chirurgie plastique à l'hôpital Édouard Herriot, ai-je annoncé. Je commence en juillet. Le silence qui a suivi était assourdissant. La fourchette de mon père s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. L'expression de ma mère est passée du dédain à un choc sincère. Sans en discuter avec nous d'abord, a-t-elle demandé. J'ai 24 ans, maman. Je n'ai pas besoin de permission pour choisir ma spécialité médicale. Antoine a ri, un son dépourvu de chaleur. Bonne chance pour payer cet internat toute seule, Serette. Maman et papa ne vont pas financer ton projet de vanité. Et voilà, la menace financière que j'attendais. Antoine a raison, a dit mon père, posant complètement sa fourchette. Nous avons beaucoup investi dans ton éducation médicale jusqu'à présent. Mais si tu insistes pour suivre cette voie, tu le feras sans notre soutien financier. J'ai regardé autour de la table ma famille, ces personnes qui étaient censées soutenir mes rêves, et j'ai senti quelque chose changer en moi. Ce n'était pas de la colère, exactement, mais plutôt de la clarté. Je comprends, ai-je dit doucement. Mon père a semblé surpris par mon acceptation calme. Il s'attendait probablement à des larmes, des supplications ou un revirement spectaculaire. Chloé, la voix de ma mère s'est légèrement adoucie. Nous n'essayons pas de te punir. Nous essayons de te guider vers une carrière pleine de sens. Une carrière digne du nom Dubois. Le nom Dubois.
Comme si je le diminuais en voulant aider les gens à se sentir mieux dans leur peau d'une manière différente de la leur. Je tracerai ma propre route, ai-je dit en me levant de table. Et je me ferai mon propre nom. En me dirigeant vers la porte, j'ai entendu Antoine marmonner, ça devrait être amusant à regarder. Si seulement il savait à quel point il avait raison. La première chose que l'on apprend en cumulant 3 emplois tout en faisant son internat de chirurgie plastique, c'est que le café devient une catégorie alimentaire. Dès mon 2e mois, je fonctionnais avec 4 heures de sommeil et une détermination à toute épreuve. La coupure financière de mes parents avait été rapide et absolue. Plus d'argent pour le loyer, plus de paiement pour la voiture, plus de cartes de crédit familial pour les urgences. Pendant ce temps, Antoine venait de demander à papa 20 000 € pour acheter une nouvelle BMW et les avait obtenus, car apparemment, soutenir le style de vie de l'enfant prodige était un investissement, tandis que financer mes études était jeter de l'argent par les fenêtres. J'ai pris des gardes dans 2 hôpitaux privés différents et j'ai commencé à travailler le week-end dans une clinique de dermatologie esthétique. L'ironie ne m'a pas échappé, je gagnais bien ma vie en faisant exactement ce que ma famille considérait comme indigne de nous, tandis qu'Antoine empruntait de l'argent tous les mois pour maintenir son image de jeune cardiologue à succès. « Chloé, tu as l'air épuisée », a commenté le docteur Bernard, mon superviseur d'internat, après que je me sois presque endormi pendant une consultation. « Tout va bien à la maison ?» La maison. C'était un terme généreux pour le studio que j'avais loué dans un quartier un peu craignos parce que c'était tout ce que je pouvais me permettre après que mes parents m'aient coupé les vivres. Le chauffage fonctionnait à peine, les voisins du dessus semblaient adorer réorganiser leurs meubles à 3 heures du matin, et la cuisine était si petite que je pouvais toucher les 2 murs en me tenant au milieu, mais c'était à moi, chaque mètre carré payé avec l'argent que j'avais gagné moi-même. Je m'adapte juste au rythme, ai-je dit au docteur Bernard, ce qui était en partie vrai. Le rythme était brutal. Du lundi au vendredi, j'étais à l'internat de 6 heures du matin jusqu'à la fin de notre dernière opération. Les week-ends, je travaillais des gardes de 12 heures à l'hôpital privé Jean Mermoz, où des clients fortunés venaient pour des procédures de confort. Je rentrais le dimanche soir si fatigué que je dormais dans ma blouse, puis je recommençais le lundi matin. La pression financière était constante et écrasante, prêts étudiants, loyer, charges, courses, essence, et les 1000 petites dépenses qui s'accumulent quand on n'a pas l'argent de la famille comme filet de sécurité. Certaines nuits, je restais allongé dans mon lit étroit à faire des calculs mentaux, estimant combien de gardes de week-end je devrais prendre pour payer le loyer. Ma relation avec ma famille à cette époque pouvait se résumer à une distance polie. Ils appelaient de temps en temps pour savoir comment j'allais, mais les conversations donnaient toujours l'impression qu'ils attendaient que j'admette ma défaite et que je change de spécialité. « Chloé, nous avons dîné avec les Richardson hier soir », a mentionné ma mère lors de l'un de nos appels hebdomadaires. Leur fils James fait son clinica en cardiologie à l'université de Genève. Un si brillant avenir devant lui. Le sous-entendu était toujours là, regarde ce que tu aurais pu être si tu avais fait de meilleurs choix. Étonnamment, Antoine m'a appelé un jeudi soir alors que j'étudiais pour mes examens entre 2 gardes. Alors, comment va le monde glamour de la chirurgie plastique, a-t-il demandé, et je pouvais entendre le ricanement dans sa voix. Épuisant, ai-je répondu honnêtement. Tu sais, tu pourrais toujours changer de spécialité. Il n'y a pas de honte à admettre que tu as eu les yeux plus gros que le ventre financièrement. Venant de l'homme qui avait appelé papa plus tôt cette semaine-là pour lui demander de l'argent pour couvrir sa part d'un week-end sur l'île de Ré avec ses amis de la fac de médecine. Je me débrouille très bien, Antoine. Merci de t'en soucier. Je dis juste que si jamais tu veux passer à la médecine interne ou à la médecine générale, quelque chose de plus durable, je pourrais glisser un mot à certaines personnes. La condescendance était à couper le souffle. Il croyait sincèrement que j'échouais et que j'aurais finalement besoin de son aide pour sauver ma carrière. J'apprécie, mais je suis engagé dans la chirurgie plastique. Tant pis pour toi, a-t-il dit avant de raccrocher. Au bout de mon 6e mois, quelque chose d'intéressant a commencé à se produire. Les longues heures, la pression financière et le doute constant de ma famille m'avaient transformé en quelqu'un de plus affûté, de plus concentré. Je n'apprenais pas seulement les techniques de chirurgie plastique, j'apprenais le commerce, le réseautage et, surtout, l'autonomie. Les patients de la clinique du week-end ont commencé à me demander spécifiquement. Non pas parce que j'étais plus doué que les autres internes, nous étions tous en apprentissage, mais parce que je les écoutais différemment. Je comprenais ce que c'était que de vouloir quelque chose de mieux pour soi et d'être prêt à tout sacrifier pour l'obtenir. Vous avez un bon instinct avec les patients,
m'a dit le docteur Martin, le propriétaire de la clinique, après une consultation particulièrement réussie avec une cliente nerveuse qui venait pour la première fois. Vous leur donnez le sentiment d'être entendu, pas jugé. Peut-être parce que je savais ce que c'était que de se sentir jugé. Un soir, après une garde particulièrement longue, je me suis assise dans ma voiture sur le parking de l'hôpital et j'ai appelé mes parents. Je venais d'assister à une chirurgie de reconstruction pour une victime d'accident de voiture, reconstruire une pommette fracturée qui permettrait à une jeune fille de 19 ans de sourire à nouveau sans se cacher le visage. Salut, papa. Comment vas-tu, Chloé? Ça fait plaisir de t'entendre. Comment va le travail? Bien. J'ai assisté à une reconstruction incroyable aujourd'hui. Cette fille avait eu un terrible accident et nous avons pu, c'est bien, ma chérie. Antoine a une nouvelle excitante. Dis-lui, Antoine. La voix de mon frère est sortie du haut-parleur. Je viens d'être sélectionné pour le clinica avancé en cardiologie à l'hôpital Édouard Herriot. Bourse complète, allocation, la totale. C'est merveilleux, Antoine. Félicitations. Merci. Papa organise une fête le week-end prochain pour célébrer. Tu devrais venir. En supposant que tu puisses prendre congé de ton truc. Mon truc. La carrière pour laquelle je travaillais 80 heures par semaine pendant qu'il profitait de célébrations financées par la famille pour des réussites obtenues grâce à des relations. J'essaierai de venir, ai-je menti, sachant que je travaillerai. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans ce parking et j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'allais ouvrir mon propre cabinet. Pas dans 5 ans, pas après m'être établi, mais dès que j'aurais terminé mon internat. Et j'allais leur prouver à tous qu'ils avaient eu tort sur toute la ligne. Prévoir d'ouvrir son propre cabinet de chirurgie plastique tout en terminant son internat et en cumulant plusieurs emplois est soit ambitieux, soit insensé. J'ai choisi de qualifier cela d'ambitieux, bien que mon compte en banque suggérât fréquemment le contraire. Je passais mes pauses déjeuner à rechercher des emplacements, mon temps de trajet à écouter des podcasts sur les affaires et mes rares soirées libres à apprendre la gestion d'un cabinet médical. YouTube est devenu mon école de commerce et le Wi-Fi des cafés, mon bureau. Vous ouvrez un cabinet juste après l'internat, a demandé le docteur Lefebvre, l'un de mes mentors de la clinique du week-end, lorsque j'ai mentionné mes projets. C'est agressif. Je préfère dire concentré, ai-je répondu, ce qui était ma façon polie de dire que je n'avais pas le choix. Sans soutien financier familial, sans relation dans des cabinets établis désireux d'accueillir de jeunes associés, je devais créer mes propres opportunités. La phase de recherche a été une révélation. L'immobilier médical à Lyon était astronomique. Les prêts pour l'équipement médical exigeaient des acomptes massifs, et l'assurance responsabilité professionnelle pour un nouveau cabinet était essentiellement un suicide financier. Mais j'avais appris quelque chose de précieux pendant mes mois d'indépendance financière, quand on ne peut pas se permettre le chemin conventionnel, on devient créatif. J'ai trouvé un petit local dans un quartier en plein essor, en dehors du quartier médical traditionnel. Le loyer était un tiers de ce que coûtaient des espaces comparables en centre-ville, mais il nécessitait d'importantes rénovations. Le locataire précédent avait été un dentiste qui avait apparemment mis à jour son cabinet pour la dernière fois dans les années 1980. Il a une bonne structure, a dit l'agent immobilier avec optimisme alors que nous étions dans l'espace qui sentait la vieille colle dentaire et les rêves brisés. Il a une structure, ai-je convenu. Reste à savoir si elle est bonne. J'ai commencé à y passer mes dimanches matins, à mesurer les espaces, à chercher des entrepreneurs et à essayer d'imaginer comment transformer ce cabinet dentaire démodé en une clinique de chirurgie plastique moderne. Les chiffres étaient intimidants, mais pas impossibles si je pouvais faire une partie du travail moi-même et trouver le bon financement. La réaction de ma famille à mes projets de cabinet était exactement ce à quoi je m'attendais. Chloé, ouvrir un cabinet nécessite un capital important, a expliqué mon père lors de notre dîner mensuel, auquel j'assistais de moins en moins en raison de mon emploi du temps. Prêts commerciaux, coûts d'équipement, salaire du personnel, assurance. Ce ne sont pas de petits chiffres. Je recherche ces chiffres depuis des mois, papa. Je sais à quoi m'attendre. Antoine a ri. Des recherches, Chloé. Il y a une différence entre chercher sur Google comment créer un cabinet médical et comprendre réellement la finance d'entreprise. Venant de quelqu'un qui n'avait jamais payé son propre loyer, encore moins dirigé une entreprise. Je travaille avec un conseiller en affaires, ai-je dit calmement, et j'ai obtenu un prêt pour petite entreprise.
L'approbation du prêt avait pris 6 mois de demandes, de rejets et de nouvelles demandes. Le taux d'intérêt était plus élevé que je ne le souhaitais, mais c'était suffisant pour couvrir l'équipement essentiel et les frais de fonctionnement de la première année si je gérais tout avec soin. Ma mère a posé son verre de vin. Ma chérie, nous n'essayons pas de te décourager. Nous essayons d'être réalistes. Créer un cabinet nécessite de l'expérience, des relations, une patientèle établie, des choses qui prennent du temps à développer. Ou des relations familiales, ai-je ajouté doucement. Le commentaire est resté en suspens pendant un moment. L'expression de mon père s'est durcie. Si tu insinues que le succès d'Antoine est uniquement dû aux relations familiales, je n'insinue rien. J'affirme qu'Antoine a des avantages que je n'ai pas, et j'ai accepté de devoir créer mon propre chemin. Tu aurais pu avoir ces mêmes avantages si tu avais choisi une spécialité respectable, a dit Antoine. Papa a des relations dans tous les services de cardiologie et de médecine interne. Il aurait pu t'ouvrir des portes. Aurait pu, au passé. Les portes qui resteraient toujours fermées parce que j'avais choisi le mauvais type de médecine. J'apprécie, mais je veux réussir ou échouer par mes propres mérites. Ma mère a soupiré. Chloé, l'orgueil coûte cher. Pourquoi te compliquer la vie plus que nécessaire? Parce qu'un succès facile assorti de conditions n'était pas vraiment un succès. Mais je n'ai pas dit cela à voix haute. Au lieu de cela, j'ai commencé à assister à toutes les conférences médicales et à tous les événements de réseautage que je pouvais me permettre. Je me suis porté volontaire pour des cas caritatifs que les cabinets établis ne voulaient pas prendre. J'ai assisté des chirurgiens chevronnés le week-end en échange de l'apprentissage de techniques avancées. Je construisais des relations à la dure, une relation à la fois. Le processus de rénovation est devenu ma deuxième éducation. J'ai appris les permis, les entrepreneurs, le financement de l'équipement médical et les 17 différents types d'assurance requis pour un cabinet chirurgical. Je passais mes soirées après de longues gardes à tout choisir, des plans d'étage aux couleurs de peinture en passant par les chaises spécifiques pour la salle d'attente. Chaque décision était calculée. Je ne pouvais pas me permettre d'erreur ou de changement d'avis. Le budget était si serré que dépenser trop dans un domaine signifiait faire des économies ailleurs. Pourquoi t'infliges-tu ça? A demandé ma colocataire d'internat en me trouvant en train de monter des meubles dans mon appartement à minuit. Tu pourrais rejoindre un cabinet établi, avoir un salaire stable et des horaires normaux. Parce que je veux construire quelque chose qui soit entièrement à moi, ai-je dit, luttant avec un manuel d'instruction écrit dans ce qui semblait être 3 langues, dont aucune n'était utile. Elle a secoué la tête. Tu es folle. Peut-être, mais j'étais une folle avec un plan, ce qui me semblait mieux que d'être saine d'esprit avec les attentes de quelqu'un d'autre. Au 10e mois d'internat, j'avais un bail signé, des plans d'architecte, des devis d'entrepreneur et un calendrier qui me permettrait d'ouvrir 6 mois après l'obtention de mon diplôme. J'avais aussi de l'insomnie due au stress, une dépendance au café qui inquiétait les professionnels de la santé et un solde de compte courant qui me donnait la nausée. Mais j'avais aussi quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant, la pleine propriété de mes choix et de leurs conséquences. Le soir où j'ai signé les derniers papiers pour le local de la clinique, je me suis assise dans ma voiture devant le bâtiment et je n'ai appelé personne. Il n'y avait personne avec qui partager ce moment, qui comprendrait ce que cela signifiait ou ce que cela avait coûté. Et c'était parfaitement bien comme ça. Le bruit des travaux à 7 heures du matin quand on a travaillé jusqu'à 2 heures devient une forme de torture particulière. J'ai appris à dormir avec des bouchons d'oreilles et un bruit blanc, car la rénovation de la clinique se poursuivait, que mon emploi du temps d'internat le permette ou non. Gérer un projet de construction tout en terminant une formation chirurgicale exigeait des compétences d'organisation surhumaine que je ne savais pas posséder. Je recevais des mises à jour des entrepreneurs pendant des pauses de 5 minutes entre les opérations, j'approuvais des changements de matériaux par SMS en me préparant pour une chirurgie et je révisais les plans électriques pendant le déjeuner, quand je me souvenais de déjeuner. Docteur Dubois, vous semblez distraite ces derniers temps, a commenté le docteur Bernard après que je lui ai demandé de répéter 2 fois les instructions post-opératoires un matin. Juste beaucoup de choses en dehors de l'internat, monsieur. Des problèmes personnels? J'ai failli rire. Si l'on considérait l'ouverture d'un cabinet médical pendant les derniers mois de sa formation comme un problème personnel, alors oui. Rien qui n'affecte mes performances au travail, les jeux assurés, ce qui était techniquement vrai. Mon épuisement affectait mes performances au travail, mais c'était dû au fait d'essayer de faire 2 jobs à plein temps simultanément. La clinique se transformait lentement de cabinet dentaire abandonné en quelque chose qui ressemblait à ma vision. Nouveau sol,
éclairage modernisé, refonte électrique complète et plomberie moderne avaient déjà consommé la majeure partie de mon budget avant même d'aborder l'équipement médical. Votre entrepreneur est encore là, a mentionné la coordinatrice de l'internat en passant devant son bureau. Il dit que c'est urgent. Michel, mon entrepreneur, s'était familiarisé avec les protocoles hospitaliers par nécessité. Il avait appris à naviguer dans les horaires médicaux et à me trouver entre les opérations lorsque des problèmes survenaient qui ne pouvaient pas attendre les appels du soir. Docteur, on a un problème avec le système de CVC, a-t-il dit sans préambule. L'unité est plus vieille que nous le pensions. Elle ne supportera pas les exigences de ventilation d'une salle d'opération. Le coût de remplacement était 3 fois supérieur à l'estimation initiale et retarderait l'ouverture d'au moins 6 semaines. Je suis resté dans le couloir de l'hôpital à faire des calculs mentaux tandis que les internes, les infirmières et les patients passaient autour de nous. Quelles sont mes options? Le remplacer maintenant ou le remplacer plus tard quand il ne passera pas l'inspection. Dans tous les cas, vous avez besoin d'un nouveau système pour que votre salle d'opération soit agréée. Le coût financier signifiait réduire d'autres améliorations prévues et étirer mon prêt à sa limite absolue. Mais sans ventilation adéquate, il n'y aurait pas de salle d'opération, ce qui signifiait pas de cabinet. Commandez le nouveau système, ai-je dit, sentant mon budget soigneusement planifié se dissoudre. Vous êtes sûr? C'est une grosse somme. J'en suis sûr. Ce dont j'étais réellement sûr, c'est que j'avais trop investi pour faire marche arrière. Le bail était signé, les entrepreneurs étaient embauchés et mon internat se terminait dans 3 mois. L'échec n'était pas une option. Ce soir-là, je me suis assise dans le local inachevé, entouré de poussière de construction et de cartons d'équipement, à mettre à jour mes projections financières. Les chiffres étaient plus serrés que prévu, mais toujours réalisables si tout se déroulait comme prévu et que rien d'autre ne tournait mal. 2 semaines plus tard, quelque chose d'autre a mal tourné. L'inspecteur de la ville a trouvé un problème avec le tableau électrique, m'a informé Michel pendant ma pause déjeuner. Il doit être entièrement recablé pour répondre aux codes actuels des installations médicales. Une autre dépense imprévue. Un autre retard. Une autre soirée passée à réviser les budgets et à prolonger les demandes de prêt. Combien de temps encore, ai-je demandé, en parcourant l'espace qui ressemblait encore plus à un chantier qu'à un cabinet médical. 8 semaines? Peut-être 10 si nous n'avons pas d'autres surprises. 10 semaines placeraient l'ouverture juste à la date de mon diplôme. En supposant qu'il n'y ait plus de surprise dans la construction, supposer qu'il n'y aurait pas de surprise, c'était comme supposer qu'il ne pleuvrait pas pendant un hiver à Lyon. La réaction de ma famille à mes mises à jour sur les travaux lors de nos dîners mensuels était prévisible. Ce genre de dépassement de coût est exactement la raison pour laquelle l'ouverture d'un cabinet nécessite de l'expérience, a dit mon père quand j'ai mentionné le remplacement du CVC. La planification d'entreprise ne consiste pas seulement à estimer les coûts. Il s'agit de prévoir les imprévus. Je gère les imprévus au fur et à mesure qu'ils se présentent, ai-je répondu. En empruntant plus d'argent, en résolvant les problèmes et en ajustant les plans si nécessaire. Antoine a levé les yeux de son téléphone. Quelle est la taille de la dette que tu contractes pour cet endroit? La question visait clairement à démontrer l'imprudence de mes décisions financières, mais j'avais en fait fait mes devoirs sur les ratios dette-revenu pour les nouveaux cabinets médicaux. Dans les paramètres normaux pour les créations de cabinets, ai-je répondu. Normal pour les cabinets ouverts par des médecins expérimentés avec une patientèle établie, a ajouté ma mère. Pas pour les internes sans antécédents. Leurs préoccupations n'étaient pas entièrement fausses, ce qui les rendait plus frustrantes que si elles avaient été complètement à côté de la plaque. Je prenais des risques financiers qui auraient été plus faciles à gérer avec un soutien familial ou des relations établies. Mais j'avais appris quelque chose pendant des mois à gérer les problèmes seul, chaque défi que je résolvais moi-même me rendait plus confiante pour résoudre le suivant. Chaque décision que je prenais sans l'avis de ma famille me prouvait que je pouvais faire confiance à mon propre jugement. As-tu pensé à des associés, a demandé mon père. Faire venir un médecin établi pour partager les coûts et fournir un mentorat. J'y ai réfléchi, mais je veux garder le contrôle créatif sur le fonctionnement du cabinet. Le contrôle créatif sur un cabinet médical, a ri Antoine. Chloé, ce n'est pas un projet artistique. C'est une entreprise. C'est une entreprise qui reflète mes valeurs et mon approche des soins aux patients. Un partenariat signifierait faire des compromis sur ces points. Ma mère a secoué la tête. L'entêtement n'est pas une stratégie commerciale. Peut-être pas, mais cela m'avait amené jusqu'ici.
3 semaines avant la fin de mon internat, je me tenais dans ce qui serait bientôt ma réception et j'ai pris une décision qui semblait à la fois terrifiante et inévitable. J'allais inviter ma famille à l'inauguration de la clinique. Non pas parce que je m'attendais à ce qu'ils viennent, mais parce que je voulais qu'ils aient l'occasion de voir ce que j'avais construit sans leur soutien ni leur approbation. J'ai écrit les invitations à la main sur du papier élégant pour lequel j'avais fait une folie malgré le budget serré, des annonces simples et professionnelles qui incluaient l'adresse de la clinique, la date d'ouverture et une brève description des services offerts. J'en ai adressé une au docteur et madame Jean-Pierre Dubois et une autre au docteur Antoine Dubois, puis je les ai scellées avant de pouvoir changer d'avis. S'ils choisissaient de venir, ils verraient que leur prédiction sur mon échec inévitable était fausse. S'ils choisissaient de ne pas venir, j'aurais ma réponse sur ma place dans ma famille. Quoi qu'il en soit, j'étais prête. Le matin de l'inauguration de ma clinique, je me tenais dans la réception terminée à 6 heures du matin, vérifiant chaque détail une dernière fois. L'espace avait été transformé en quelque chose qui dépassait ma vision originale, un éclairage chaleureux, des sièges confortables, des œuvres d'art originales d'artistes locaux et une atmosphère accueillante plutôt que clinique. J'avais envoyé les invitations à ma famille 2 semaines plus tôt avec une simple note manuscrite, j'adorerais partager cette étape avec vous. Cérémonie d'ouverture à 14 heures, suivie de visite et d'un léger rafraîchissement. Mon téléphone était resté silencieux depuis. Pas de RSVP, pas de questions sur l'événement, pas d'accusé de réception des invitations. Mais je m'étais dit que cela ne signifiait pas nécessairement qu'il ne viendrait pas. Peut-être voulait-il me faire une surprise. À 13h30, les invités ont commencé à arriver, le docteur Lefebvre de la clinique du week-end, plusieurs infirmières avec qui j'avais travaillé pendant l'internat, mon entrepreneur Michel et sa femme, l'agent immobilier qui m'avait aidé à trouver le local. Et une vingtaine d'autres personnes qui avaient soutenu mon parcours de diverses manières. À 14 heures, je me tenais à l'avant de ma nouvelle réception et j'ai réalisé que ma famille ne viendrait pas. J'ai balayé la pièce du regard une dernière fois, espérant voir des visages familiers franchir la porte, mais il n'y avait que les personnes qui avaient cru en moi quand cela comptait. Merci à tous d'être ici, ai-je commencé, ma voix plus stable que je ne le sentais. Il y a 2 ans, ce n'était qu'une idée que la plupart des gens pensaient impossible. Aujourd'hui, c'est une réalité grâce au soutien de personnes comme vous qui ont aidé à la concrétiser. Le discours que j'avais préparé incluait un merci à ma famille. J'ai sauté cette partie. Après l'ouverture officielle, les invités ont visité les installations pendant que je répondais aux questions sur les services et la prise de rendez-vous. L'accueil positif a été écrasant. Plusieurs personnes ont pris des consultations sur le champ, et le docteur Lefebvre a mentionné qu'il m'enverrait des cas appropriés. C'est impressionnant, Chloé, a dit Jeanne, l'une des infirmières de l'internat. Tu devrais être vraiment fière de ce que tu as accompli. J'étais fier, mais il y avait un vide là où une célébration familiale aurait dû être. À 17 heures, après le départ du dernier invité, je me suis assise seule dans mon nouveau bureau et j'ai vérifié mon téléphone. 3 SMS, aucun d'un membre de la famille. Puis j'ai ouvert la discussion de groupe familial que j'évitais depuis des semaines. Les messages dataient d'il y a 3 heures, à peu près au moment où ma cérémonie d'ouverture avait lieu. Papa, la petite clinique de Chloé ouvre aujourd'hui. Heureux que nous ne nous associons pas à ce qui sera forcément un échec inévitable. Antoine a répondu, la chirurgie plastique est déjà assez embarrassante sans que le nom Dubois y soit attaché. Maman, j'espère juste qu'elle ne s'attendra pas à ce que nous lui envoyions des patients quand ça ne marchera pas. La conversation s'est poursuivie sur plusieurs autres messages, chacun rejetant mon cabinet comme un projet de vanité qui échouerait d'ici 1 an. Ils avaient passé ma journée d'ouverture à espérer activement mon échec et à s'assurer que les autres membres de la famille savaient qu'ils ne voulaient aucune association avec mon choix de carrière embarrassant. J'ai lu chaque message 2 fois, puis j'ai quitté discrètement la discussion de groupe. Je n'ai pas envoyé de réponse en colère. Je n'ai pas défendu mes choix ni corrigé leurs suppositions. Je me suis simplement retiré de la conversation. Le silence dans ma clinique semblait différent après avoir lu ces messages. Pas de solitude, exactement, mais une clarification. C'étaient des gens qui préféraient me voir échouer plutôt que réussir d'une manière qu'ils n'approuvaient pas. J'ai fermé la clinique et je suis rentré en voiture à mon petit appartement où j'ai commandé un plat à emporter chez le traiteur asiatique et ouvert une bouteille de vin que je gardais pour cette célébration. J'ai dîné seul, mais pas tristement. Il y avait quelque chose de libérateur à être complètement honnête sur ma situation avec ma famille. Plus besoin de me demander s'ils me soutenaient secrètement.
Plus besoin d'espérer qu'il changerait d'avis en voyant mon succès. Plus besoin de prétendre que leur approbation comptait pour mon bonheur réel. J'ai levé mon verre de vin à l'appartement vide. À la construction de quelque chose qu'ils disaient impossible, ai-je dit à voix haute. Et au fait de le faire sans les gens qui n'y ont jamais cru de toute façon. Le lendemain matin, mon premier jour officiel d'exercice, je suis arrivé à 7 heures pour trouver une douzaine de magnifiques arrangements floraux devant ma porte. Des cartes de collègues, de fournisseurs et de nouveaux amis me félicitant pour l'ouverture. Pas un seul arrangement ne venait de ma famille. Je les ai rentrés et les ai disposés dans la réception et les salles de consultation. La clinique semblait encore plus accueillante avec l'ajout de fleurs, et j'ai réalisé que c'était exactement ce à quoi un nouveau départ devait ressembler. Ma première patiente était prévue à 9 heures, une consultation pour une réduction mammaire qui améliorerait à la fois son confort physique et sa confiance en elle. De la vraie médecine qui améliorerait la qualité de vie de quelqu'un, peu importe ce que ma famille pensait de la valeur de la chirurgie plastique. En me préparant pour la consultation, je me suis surprise dans le miroir et j'ai souri. Je ressemblais à quelqu'un qui avait sa place dans son propre cabinet, quelqu'un qui avait gagné le droit de prendre des décisions médicales qui comptaient pour ses patients. La femme dans le miroir n'avait pas besoin de l'approbation de sa famille pour savoir qu'elle faisait un travail important. Et cette prise de conscience était plus gratifiante que n'importe quel message de félicitations. 6 mois après avoir lancé mon propre cabinet, la solitude avait évolué en une sorte de concentration paisible. Mes journées étaient structurées autour des consultations, des opérations et des aspects commerciaux de la gestion d'un cabinet médical que personne ne m'avait enseigné à la faculté de médecine. Le nombre de patients augmentait régulièrement grâce au bouche à oreille et à une satisfaction sincère des résultats. J'avais tout pratiqué, de la chirurgie réparatrice pour les victimes d'accidents aux procédures esthétiques pour les personnes souhaitant se sentir plus confiantes dans leur peau. Chaque cas renforçait ma conviction que la chirurgie plastique était de la vraie médecine, peu importe ce que ma famille en pensait. Avez-vous déjà fait l'expérience du rejet familial pour avoir suivi vos rêves? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi comment vous avez géré la situation. La pression financière s'était légèrement relâchée à mesure que les revenus augmentaient, bien que je fonctionnais toujours avec des marges serrées et que je réinvestissais la plupart des bénéfices dans l'équipement et l'amélioration des installations. Les remboursements du prêt commercial étaient gérables, et j'avais même commencé à me verser un modeste salaire. Ma relation avec ma famille s'était installée dans une routine de distance polie. Les dîners mensuels étaient devenus des bilans trimestriels, et nos conversations se concentraient sur des sujets comme la météo et l'actualité. Ils demandaient des nouvelles du travail en des termes vagues qui évitaient de reconnaître le type de travail que je faisais réellement. « Comment va le cabinet ?» a demandé ma mère lors d'une de nos rares conversations téléphoniques. « Bien, merci. Nous sommes bien occupés. »« C'est bien, ma chérie. Antoine vient d'être promu chef de clinique. Le chef de service dit qu'il est l'un des jeunes cardiologues les plus prometteurs qu'ils aient vus. » La comparaison était toujours là. Subtile, mais sans équivoque. Les réussites d'Antoine étaient célébrées tandis que les miennes étaient poliment reconnues. Mais quelque chose d'intéressant avait commencé à se produire. Les patients commençaient à me demander spécifiquement pour des cas complexes. Le docteur Lefebvre m'avait référé un cas de reconstruction difficile que d'autres chirurgiens avaient refusé. La rumeur se propageait dans la communauté médicale que ma clinique obtenait des résultats exceptionnels. « Docteur Dubois, vous avez un appel du docteur Fournier de l'hôpital privé Jean Mermoz, a annoncé Sarah, ma responsable de bureau. Il a une patiente à vous adresser dont il aimerait discuter. » Le docteur Fournier était le chef de la chirurgie plastique dans l'un des hôpitaux les plus prestigieux de Lyon. Son appel était à la fois surprenant et professionnellement significatif. « Docteur Dubois, j'entends d'excellentes choses sur votre travail, a-t-il dit lorsque j'ai rappelé. J'ai une patiente qui vous a spécifiquement demandé après avoir vu les résultats de votre reconstruction des blessures faciales de Maria Santos. Maria Santos avait été l'un de mes cas les plus difficiles. Une reconstruction faciale étendue suite à un grave accident de voiture. L'opération avait duré 8 heures et nécessité plusieurs interventions de suivi, mais les résultats avaient dépassé toutes les attentes. Je serais heureuse d'évaluer toute patiente que vous souhaiteriez m'adresser, ai-je dit au docteur Fournier. Excellent. Je dois mentionner que cette patiente est assez en vue. Elle a été vue par plusieurs chirurgiens, mais elle veut travailler avec vous en raison de votre réputation pour des résultats d'apparence naturelle. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon bureau, digérant ce qui venait de se passer. Il y a 6 mois,
ma famille avait prédit que mon cabinet serait un échec embarrassant. Maintenant, je recevais des recommandations de chefs de service de grands hôpitaux. Ce soir-là, je suis passé en voiture devant le quartier où j'avais grandi, devant la grande maison bourgeoise où ma famille se réunissait encore pour les dîners du dimanche auxquels je n'étais plus invité. Le contraste entre leur succès médical traditionnel et mon chemin indépendant n'avait jamais été aussi clair. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Docteur Dubois, c'est Sophie Durand. Vous avez réalisé ma réduction mammaire le mois dernier. Je voulais que vous sachiez que 3 de mes amis ont demandé vos coordonnées après avoir vu mes résultats. Merci de m'avoir rendu ma vie. Des messages comme celui de Sophie étaient devenus réguliers. Des patientes qui se sentaient sincèrement reconnaissantes, non seulement pour la compétence chirurgicale, mais aussi pour avoir été écoutées et traitées avec respect tout au long de leur parcours de soins. La semaine suivante a apporté une consultation qui allait tout changer sur la façon dont je voyais la trajectoire de mon cabinet. Docteur Dubois, je suis Catherine Lambert, a dit la femme en s'installant dans ma salle de consultation. Je suis avocate dans le monde du spectacle et je représente plusieurs actrices et personnalités publiques qui sont intéressées par un travail esthétique très discret. Elle a expliqué que ses clientes appréciaient la confidentialité, les résultats naturels et le fait de travailler avec des chirurgiens qui comprenaient les pressions uniques des attentes liées à l'apparence publique. Nous avons fait des recherches sur les cabinets dans toute la région, et votre nom revient constamment comme celui de quelqu'un qui offre des résultats exceptionnels sans l'ego ou le comportement de recherche de publicité que nous rencontrons parfois dans ce domaine. Le potentiel de recommandation de la clientèle de Catherine pourrait transformer mon cabinet de succès local à une reconnaissance régionale. Mais plus important encore, cela représentait la validation que mon approche de la chirurgie plastique respectueuse, compétente, axée sur la satisfaction du patient plutôt que sur l'autopromotion me distinguait dans le domaine. Je serais honoré de travailler avec vos clientes, lui ai-je dit. La discrétion et la satisfaction du patient sont toujours mes priorités absolues. Après le départ de Catherine, j'ai appelé Sarah dans mon bureau. Je pense que nous devons commencer à planifier une expansion. Nous allons avoir besoin de plus de disponibilité de rendez-vous et peut-être de temps chirurgical supplémentaire. Docteur Dubois, c'est une merveilleuse nouvelle. Dois-je commencer à chercher du personnel supplémentaire? Pas encore, mais bientôt. Laissez-moi réfléchir à la logistique d'une montée en puissance sans compromettre la qualité des soins aux patients. Ce soir-là, je me suis assise dans mon appartement en regardant les demandes de consultation qui s'étaient accumulées au cours de la semaine. Le cabinet que j'avais construit sans soutien familial ni relations établies réussissait au-delà de mes projections les plus optimistes. J'ai pensé appeler mes parents pour partager la bonne nouvelle, puis j'ai décidé de ne pas le faire. Ce succès m'appartenait, à moi et aux personnes qui m'avaient soutenu en cours de route. La famille qui avait prédit mon échec ne méritait pas de partager la célébration de mon succès. 18 mois après avoir lancé mon cabinet, quelque chose a changé. La croissance constante que j'avais connue s'est soudainement accélérée pour devenir ce que je ne peux décrire que comme un succès explosif. Cela a commencé avec Élodie Girard, une actrice de théâtre qui était venue discrètement à Lyon pour une subtile retouche du nez. Docteur Dubois, je ne saurais trop vous remercier, a dit Élodie lors de son dernier rendez-vous de suivi. Le résultat est exactement ce que j'espérais. Complètement naturel. Personne ne peut dire que j'ai été opéré, mais je me sens tellement plus en confiance. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'Élodie publie son expérience sur les réseaux sociaux, sans nommer explicitement les procédures ni montrer de photos avant-après. Mais en exprimant simplement sa gratitude de se sentir la meilleure version de moi-même et en taguant l'emplacement de mon cabinet. En une semaine, mon carnet de rendez-vous a explosé. Docteur Dubois, nous avons un problème, a annoncé Sarah un mercredi matin. Nous sommes complets pour les 3 prochains mois, et j'ai une liste d'attente de plus de 40 personnes. Le problème, si l'on peut appeler un problème une demande record, était que le succès en chirurgie plastique attire plus de succès. L'approbation discrète d'Élodie avait atteint son réseau d'actrices, de mannequins et de professionnels de l'industrie du divertissement qui appréciaient à la fois des résultats exceptionnels et une discrétion absolue. J'ai besoin d'une consultation avec le docteur Dubois est devenue une phrase que Sarah entendait plusieurs fois par jour. Pas une consultation ou un rendez-vous avec quelqu'un, mais une demande spécifique pour moi, par mon nom. Clara Beaumont, une top modèle dont le visage faisait la une des magazines internationaux, est devenue ma prochaine cliente de premier plan. Elle avait besoin d'une correction après qu'un chirurgien précédent eut surcorrigé une imperfection mineure, la laissant avec une asymétrie subtile mais perceptible.
3 chirurgiens m'ont dit que cela ne pouvait pas être réparé sans l'aggraver, a expliqué Clara lors de notre consultation. Mais Elodie a insisté sur le fait que vous pouviez aider. La correction exigeait une précision qui a poussé mes compétences techniques à leurs limites. La marge d'erreur était essentiellement nulle, toute erreur serait visible par des millions de personnes qui scrutaient le visage de Clara professionnellement. 8 heures de chirurgie plus tard, j'avais réussi à restaurer la symétrie naturelle sans laisser de traces du travail précédent ni de ma propre intervention. C'est parfait, a murmuré Clara en voyant les résultats finaux 6 semaines plus tard. Vous m'avez rendu ma carrière. La nouvelle s'est répandue dans les cercles d'élite plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Non pas par la publicité ou l'autopromotion, mais par le genre d'approbation organique que l'argent ne pouvait acheter. Les femmes qui avaient été déçues par d'autres chirurgiens, qui avaient été surcorrigées ou laissées avec des résultats peu naturels, ont commencé à me rechercher spécifiquement. Ma réputation de créer des résultats qui semblaient naturels plutôt qu'évidemment chirurgicaux est devenue ma signature. Dans une industrie où de nombreux chirurgiens semblaient apposer leur marque avec des styles reconnaissables, mon objectif était l'invisibilité. Des améliorations si subtiles et naturelles que les gens ressemblaient à des versions améliorées d'eux-mêmes, pas à des personnes opérées. Docteur Dubois, Vogue veut vous interviewer pour leur numéro sur les femmes qui brisent les barrières, a annoncé Sarah lors de l'une de nos réunions d'équipe hebdomadaires. L'attention médiatique était flatteuse, mais secondaire à la satisfaction de voir la confiance des patients se transformer. Chaque cas réussi renforçait ma conviction que la chirurgie plastique, pratiquée avec réflexion et compétence, était une médecine absolument légitime. Et si ma famille pouvait voir les recommandations venant de professeurs de la faculté de médecine de l'université Claude Bernard, de chefs de service de l'hôpital Édouard Herriot et de chirurgiens de renommée internationale cherchant mon expertise pour leurs propres cas complexes et bien. Ils n'admettraient probablement toujours pas qu'ils avaient eu tort. Les opinions de certaines personnes, avais-je appris, concernaient plus leur ego que des preuves réelles. L'ironie ne m'a pas échappé, j'obtenais exactement le type de reconnaissance professionnelle qu'ils prétendaient valoriser, mais dans un domaine qu'ils avaient jugé indigne du nom Dubois. Mais leur perte de droit de vantardise était mon gain de satisfaction professionnelle authentique. Mon cabinet n'était pas seulement un succès, il devenait régionalement célèbre pour des résultats que d'autres chirurgiens peinaient à reproduire. 2 ans après l'ouverture de mon cabinet, j'étais assise dans mon bureau agrandi, examinant des rapports financiers qui semblaient encore surréalistes. Les chiffres n'étaient pas seulement bons, ils étaient extraordinaires. Chiffre d'affaires annuel, 8,2 millions d'euros. Taux de satisfaction des patients, 98,7%. Taux de recommandation, 89% des nouveaux patients venaient du bouche à oreille. Taux de complications chirurgicales, moins de 1%, bien en dessous des normes de l'industrie. Docteur Dubois, vous avez un appel de Lyon Capital, a annoncé Sarah par l'interphone. Ils veulent vous présenter dans leur numéro des 40 de moins de 40 ans. L'attention médiatique était devenue une habitude. Des revues médicales demandant des études de cas, des publications économiques dressant le profil de mon succès rapide et des conférences de l'industrie m'invitant comme conférencière principale. Le petit cabinet que ma famille avait rejeté comme un embarras inévitable était reconnu nationalement comme innovant et exceptionnellement bien géré. J'avais agrandi dans le local adjacent, embauché 2 infirmières supplémentaires, engagé un anesthésiste à temps plein et installé un équipement qui rivalisait avec celui des grands hôpitaux. La liste d'attente pour une consultation s'étendait sur 6 mois, et j'avais commencé à référer les cas excédentaires à des collègues de confiance, car je refusais de compromettre la qualité pour la quantité. Votre 14 heures est là, a annoncé Sarah. Madame Leclerc est venue de Miami spécifiquement pour vous voir. Madame Leclerc était typique de ma patientèle actuelle, prospère, bien informée et prête à parcourir de longues distances pour des résultats qu'elle ne pouvait obtenir ailleurs. Elle avait été référée par une autre patiente, qui avait été référée par une autre patiente, le genre de croissance organique que la publicité ne pouvait créer. Pendant la consultation, elle a expliqué qu'elle avait consulté 4 autres chirurgiens, dont 2 sur la Côte d'Azur, considérés parmi les meilleurs du pays. Mais vos photos avant et après sont différentes, a-t-elle dit, en faisant défiler mon portfolio sur sa tablette. Vos patients ressemblent à des versions améliorées d'eux-mêmes, pas à des personnes différentes. Cette philosophie ou l'amélioration plutôt que la transformation était devenue la caractéristique déterminante de mon cabinet. Tandis que d'autres chirurgiens semblaient suivre les tendances ou des styles signatures, je me concentrais sur la compréhension de ce qui rendrait chaque patient individuel plus confiant tout en maintenant sa beauté naturelle.
Le succès commercial avait apporté une liberté financière que je n'avais jamais imaginé possible pendant ces premiers jours à cumuler 3 emplois et à survivre avec des nouilles instantanées. J'avais remboursé mes prêts étudiants, déménagé dans un magnifique appartement avec vue sur la Saône et constitué un fonds d'urgence substantiel qui signifiait ne plus jamais m'inquiéter de payer le loyer. Mais plus important encore, je m'étais prouvé quelque chose sur la valeur de faire confiance à mon propre jugement plutôt qu'aux attentes des autres. Mon téléphone a sonné pendant le déjeuner, un rare moment où je n'étais ni avec des patients ni en chirurgie. Docteur Dubois, c'est le docteur Valérie Lambert du Conseil national de l'Ordre des médecins, section chirurgie plastique. Nous aimerions discuter de votre participation à notre prochaine conférence sur les techniques de reconstruction innovantes. Le docteur Lambert était l'un des noms les plus respectés en chirurgie plastique, quelqu'un dont j'avais étudié les manuels pendant mon internat. Son invitation à présenter à la conférence nationale était à la fois un honneur et la reconnaissance que mon travail avait attiré l'attention au plus haut niveau de la profession. Je serais honoré de participer, docteur Lambert. Excellent. Nous sommes particulièrement intéressés par votre approche des cas de reconstruction faciale. Vos données de résultats sont assez impressionnantes. Après avoir raccroché, je me suis accordé un moment de satisfaction, ce que je faisais rarement. La reconnaissance professionnelle de pair qui comprenait la complexité et la compétence requises pour ce que je faisais quotidiennement. Ce soir-là, j'ai traversé mon ancien quartier, non par nostalgie, mais parce que c'était le chemin le plus direct vers mon nouvel appartement. En passant devant la maison de mes parents, j'ai remarqué la BMW d'Antoine dans l'allée. Probablement là pour dîner, discutant de ses dernières réussites tout en évitant soigneusement toute mention de mon existence. Le contraste entre leur ignorance délibérée de mon succès et la réalité de ce que j'avais accompli était presque amusant. Presque. J'avais construit quelque chose qui dépassait les attentes de tout le monde, sauf les miennes, en utilisant les principes qu'ils m'avaient enseignés, travail acharné, dévouement, excellence et soin aux patients, simplement appliqués à un domaine qu'ils avaient jugé indigne de respect. Leur perte, littéralement. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Docteur Dubois, je suis une journaliste travaillant sur un article sur les femmes entrepreneurs à succès en médecine. Seriez-vous disponible pour une interview? J'étais passé de l'embarras de la famille à être interviewé sur le succès entrepreneurial en moins de 3 ans. Parfois, la vie avait un sens de la justice poétique profondément satisfaisant. L'appel est arrivé un mardi après-midi, ce qui était inhabituel car ma mère appelait généralement le week-end, sachant que j'étais moins susceptible d'être avec des patients. Chloé, ma chérie, comment vas-tu? Sa voix portait une chaleur que je n'avais pas entendue depuis des années. Je vais bien, maman. Occupée avec le cabinet. C'est merveilleux, ma chérie. En fait, ton père et moi espérions que tu pourrais te joindre à nous pour dîner ce samedi. Rien de formel, juste en famille. L'invitation m'a prise au dépourvu. Les dîners de famille étaient hors de question depuis qu'ils avaient clairement exprimé leurs sentiments sur ma carrière via leur humiliation en groupe de discussion. Y a-t-il une occasion spéciale? Des parents ne peuvent-ils pas simplement vouloir passer du temps avec leur fille? Son rire semblait presque authentique. Nous pensions que nous n'avions peut-être pas été aussi solidaires que nous aurions dû l'être pendant ta période de transition. Période de transition. Comme si mon choix de carrière avait été une phase temporaire plutôt qu'une décision professionnelle délibérée. Samedi me convient, ai-je dit, la curiosité l'emportant sur la prudence. La maison familiale était exactement la même que toujours à mon arrivée. Extérieur de maison de maître parfaitement entretenu, aménagement paysager soigné et les signes subtils de richesse issus de générations de succès médical. Mais quelque chose semblait différent dans cette visite dès le moment où mon père a ouvert la porte. Chloé, tu es magnifique, a-t-il dit, m'embrassant chaleureusement au lieu de sa poignée de main formelle habituelle. Le succès te va bien. Le succès. Il avait réellement utilisé ce mot en référence à mon travail. Antoine était déjà assis dans le salon, l'air mal à l'aise d'une manière que je ne lui avais jamais vue. D'habitude, les réunions de famille tournaient autour de la célébration de ses dernières réussites tout en ignorant poliment les miennes. Comment va le cabinet? A-t-il demandé alors que je m'installais dans mon fauteuil habituel. Très bien. Nous sommes complets plusieurs mois à l'avance. C'est impressionnant, a-t-il dit, et il semblait le penser. Pendant le dîner, la conversation s'est concentrée sur mon travail d'une manière qui semblait surréaliste après des années d'évitement délibéré. Ils ont posé des questions sur les types de patients,
les techniques chirurgicales et les opérations commerciales avec ce qui semblait être un intérêt sincère. J'ai vu l'article sur toi dans Lyon Capital, a mentionné ma mère au dessert. Un article très flatteur. Nous étions très fiers. Fiers. Un autre mot que je n'avais pas entendu appliquer à ma carrière depuis que j'avais choisi la chirurgie plastique. Ta mère a raconté ton succès à tout le monde, a ajouté mon père. Les voisins ont posé des questions sur ton cabinet. La soirée s'est poursuivie avec des louanges, de l'intérêt et une reconnaissance qui semblaient trop beaux pour être vrais après des années de rejet et de déception. Ils semblaient sincèrement impressionnés par ce que j'avais accompli, sincèrement intéressés par mes opinions professionnelles et sincèrement heureux de me retrouver dans leur vie. Au moment où le café a été servi, je m'étais presque convaincu qu'une réconciliation familiale était possible. Que peut-être ils reconnaîtraient enfin la légitimité de la chirurgie plastique et pourraient accepter mes choix. En fait, Chloé, il y a quelque chose dont nous voulions discuter avec toi, a dit mon père alors que ma mère débarrassait les assiettes à dessert. Et voilà. La vraie raison de l'invitation à dîner. Bien sûr, papa. Qu'est-ce que tu as en tête? Il a échangé un regard significatif avec ma mère avant de continuer. Eh bien, tu as clairement prouvé que la chirurgie plastique peut être assez lucrative, plus que nous ne le pensions au départ. Le choix des mots était révélateur, lucrative, pas significative ou précieuse. Et nous avons réfléchi, a poursuivi ma mère, aux moyens pour la famille de travailler ensemble professionnellement, de mettre en commun nos ressources et notre expertise. Antoine s'est agité inconfortablement sur son siège, évitant le contact visuel. Quel genre de collaboration aviez-vous en tête, ai-je demandé, bien que quelque chose dans mon estomac m'avertissait déjà de la direction que prenait cette conversation. Eh bien, a dit mon père, se calant dans son fauteuil avec l'assurance de quelqu'un sur le point de présenter une proposition manifestement brillante, Antoine a décidé de suivre une formation supplémentaire en chirurgie plastique. Nous avons pris des dispositions pour qu'il suive un programme de clinica, et nous avons pensé qu'il pourrait être bénéfique pour tout le monde de combiner ton cabinet établi avec son expertise médicale et notre expérience des affaires. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge du grand-père dans le couloir. J'ai regardé autour de la table ma famille, les mêmes personnes qui m'avaient publiquement humilié pour avoir choisi cette profession, et j'ai senti les pièces du puzzle s'assembler. Ils ne m'avaient pas invité à dîner parce qu'ils avaient enfin accepté mon choix de carrière. Ils m'avaient invité parce qu'ils voulaient une part de mon succès. J'ai posé ma tasse de café avec un soin délibéré, m'offrant un instant pour digérer ce que je venais d'entendre. La famille qui avait prédit mon échec inévitable voulait maintenant devenir mes partenaires commerciaux. Laissez-moi m'assurer que je comprends bien, ai-je dit lentement. Antoine se reconvertit dans la chirurgie plastique et vous aimeriez combiner nos cabinets. Exactement, a dit mon père, son excitation palpable. Nous y avons bien réfléchi. Antoine apporterait la crédibilité de son parcours en cardiologie, ta mère et moi nous occuperions des opérations commerciales, et tu fournirais la patientèle établie. L'audace était à couper le souffle. Ils avaient systématiquement sapé mon choix d'entrée en chirurgie plastique, refusé de soutenir ma formation ou le développement de mon cabinet, et m'avaient publiquement humilié pour avoir choisi cette spécialité. Maintenant que le succès était indéniable, ils voulaient s'en approprier la propriété. Et comment ce partenariat serait-il structuré, ai-je demandé. Ma mère s'est penchée en avant avec empressement. Nous avons rédigé une proposition préliminaire. Antoine recevrait 30% des bénéfices du cabinet, tu recevrais 30%, et ton père et moi nous partagerions les 40% restants pour la gestion et la supervision. 40% pour des gens qui n'avaient rien contribué à la construction du cabinet qu'ils voulaient maintenant contrôler. La beauté de cet arrangement, a ajouté Antoine, prenant enfin la parole, c'est que cela légitimerait ce que tu as construit. Lui donnerait la crédibilité médicale qui lui manque actuellement. Voilà. Même dans leur proposition de s'associer à mon succès, ils ne pouvaient toujours pas reconnaître que ce que j'avais construit était déjà légitime. J'ai regardé autour de la table ces personnes qui m'avaient élevé, m'avaient appris la valeur du travail acharné et du dévouement, puis avaient complètement abandonné ces valeurs lorsque je les avais appliquées de manière qu'ils n'approuvaient pas. C'est une proposition intéressante, ai-je dit avec précaution. Nous savions que tu verrais le potentiel, a dit mon père, souriant avec satisfaction. La famille travaillant ensemble, combinant les forces, construisant quelque chose de plus grand que ce que chacun de nous pourrait accomplir seul. Mais j'ai quelques questions sur la structure. Bien sûr, ma chérie, nous sommes ouverts à la discussion.
Premièrement, quelle expertise médicale spécifique Antoine apporterait-il à la chirurgie plastique? Sa formation en cardiologie ne se transpose pas vraiment aux procédures esthétiques ou réparatrices. La mâchoire d'Antoine s'est crispée. Je suis un chirurgien compétent. La technique se transfère entre les spécialités. Dans une certaine mesure, oui, mais la chirurgie plastique requiert une formation spécifique en principes esthétiques, en anatomie faciale et en sensibilité artistique qui ne sont pas couvertes dans les clinicas de cardiologie. C'est pourquoi Antoine suivra un clinica de chirurgie plastique, a interjeté ma mère. Un programme de clinica que vous financez? Nous investissons dans l'entreprise familiale, a dit mon père. Et les frais de gestion que vous recevriez? Quelles opérations commerciales spécifiques cela couvrirait-il? J'ai déjà du personnel administratif, une gestion financière et des systèmes de marketing en place. Les questions n'étaient pas hostiles, juste pratiques. Mais je pouvais voir la confiance de mon père vaciller alors qu'il réalisait que je n'embrassais pas immédiatement leur offre généreuse de prendre le contrôle de mon cabinet. Chloé, nous t'offrons de t'aider à grandir au-delà de ce que tu pourrais accomplir seule, a dit ma mère. Nos relations, notre expérience, notre réputation médicale, les mêmes réputations qui avaient prédit que mon cabinet serait un échec embarrassant. Le silence était assez tranchant pour couper. C'était avant que nous comprenions le potentiel, a dit mon père avec précaution. Vous voulez dire avant de réaliser combien d'argent était en jeu? Chloé, ce n'est pas juste, a dit Antoine. Nous essayons de t'aider à construire quelque chose de durable. Quelque chose de durable qui te donnerait 30% des bénéfices d'un cabinet que tu n'as pas aidé à construire, avec la supervision de parents qui n'ont même pas pu assister à mon inauguration. Le sang-froid de ma mère a finalement craqué. Nous avons fait une erreur à propos de l'inauguration, Chloé. Nous essayons de nous racheter en prenant le contrôle de ce que j'ai construit sans vous? En t'offrant de t'aider à dépasser tes limites actuelles, a dit mon père, sa voix se durcissant. Ce cabinet est un succès, oui, mais ce n'est encore qu'une seule femme travaillant seule. Nous offrons un soutien familial, un appui institutionnel et une crédibilité professionnelle qu'il te faudrait des décennies à construire indépendamment. Voilà. La supposition que ce que j'avais construit seul n'était pas suffisant, ne pouvait pas être suffisant sans leur implication et leur approbation. Je me suis levé de table lentement, regardant ma famille une dernière fois. Merci pour le dîner, ai-je dit doucement. Et merci pour la proposition. Mais je ne suis pas intéressé à partager la propriété de quelque chose que j'ai construit spécifiquement pour prouver que je n'avais pas besoin de votre soutien. Chloé, ne sois pas têtue à ce sujet, a dit ma mère. Pense à ce qui est le mieux pour ton avenir. Je pense à mon avenir, et il n'inclut pas de partenariats commerciaux avec des gens qui voulaient que j'échoue jusqu'à ce que l'échec devienne impossible à ignorer. Je me suis dirigé vers la porte sans regarder en arrière. Tu regretteras cette décision, a crié mon père après moi. Tu ne peux pas construire quelque chose de durable sans le soutien de la famille. Je me suis arrêté à la porte et me suis retourné une dernière fois. Regardez-moi faire. 6 mois plus tard, je me tenais dans le hall de l'hôtel Intercontinental, Hôtel Dieu, ajustant ma robe avant d'entrer à la réception d'inauguration de la chirurgie plastique Famille Dubois. Oui, ils avaient réellement utilisé notre nom de famille pour le cabinet d'Antoine, ce qui était soit le comble de l'ironie, soit le summum de l'illusion. L'invitation était arrivée 3 semaines plus tôt, formelle et élégante, sollicitant ma présence à une célébration de l'excellence médicale et de la tradition familiale. J'ai hésité à y assister, mais la curiosité l'a emporté sur la dignité. Je voulais voir ce qu'ils avaient construit avec l'argent qu'ils avaient refusé d'investir dans ma formation ou mon cabinet. L'espace était impressionnant, je devais l'admettre. Emplacement de choix dans le quartier médical, sol en marbre, lustre en cristal, et le genre de décor luxueux qui criait la dépense plutôt que le goût. Tout était conçu pour véhiculer la richesse et le prestige plutôt que la compétence médicale. Chloé, tu es venue, a dit ma mère, s'approchant avec une flûte de champagne et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Comme c'est agréable de te voir. Félicitations pour l'ouverture, ai-je répondu poliment. C'est un espace assez impressionnant. Ton père n'a pas lésiné sur les moyens. Seulement le meilleur pour le cabinet d'Antoine. Seulement le meilleur. Les mêmes parents qui avaient refusé de m'aider à financer ma clinique beaucoup plus modeste avaient apparemment ouvert complètement leur portefeuille pour l'aventure d'Antoine dans le domaine qu'ils avaient autrefois qualifié d'embarrassant. Antoine est apparu à nos côtés, l'air mal à l'aise mais essayant de projeter de la confiance. Merci d'être venu,
Chloé. Je sais que les choses ont été compliquées entre nous. Félicitations pour ton changement de carrière, ai-je dit. Comment trouves-tu la chirurgie plastique? Stimulante mais gratifiante. Différente de la cardiologie, évidemment, mais les principes chirurgicaux sont similaires. J'ai hoché la tête poliment tout en me demandant intérieurement s'il avait mentionné que les principes chirurgicaux et la sensibilité esthétique étaient des compétences entièrement différentes. La réception était remplie de professionnels de la santé, de personnalités de la société et de patients potentiels attirés par la campagne marketing que mes parents avaient financée. Je me suis mêlé poliment, j'ai écouté les conversations sur les installations de pointe du cabinet et j'ai observé Antoine essayer de discuter de procédures qu'il avait clairement apprises récemment plutôt que maîtrisées par l'expérience. Docteur Chloé Dubois, a dit une voix familière derrière moi. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je me suis retourné pour trouver le docteur Lefebvre, mon ancien mentor de la clinique du week-end. Je viens juste présenter mes respects à la famille, ai-je dit doucement. Pivot de carrière intéressant pour votre frère. Bien que je doive dire que des patients m'ont posé des questions sur la différence entre votre cabinet et celui-ci. Quel genre de différence? Les résultats, principalement. Vous vous êtes bâti une sacrée réputation pour des résultats d'apparence naturelle. Les gens veulent savoir s'ils peuvent s'attendre au même niveau de talent artistique de la part d'un chirurgien formé en cardiologie. Peu importe à quel point ces installations sont impressionnantes. La conversation a été interrompue par mon père prenant le micro pour un toast. Merci à tous de célébrer avec nous ce soir, a-t-il commencé. La chirurgie plastique famille Dubois représente la prochaine évolution de l'héritage médical de notre famille, combinant l'excellence chirurgicale traditionnelle avec la médecine esthétique moderne. L'excellence chirurgicale traditionnelle. Comme si ce que je faisais depuis 3 ans ne comptait pas. Antoine apporte des années d'expérience en chirurgie cardiovasculaire à la chirurgie plastique, soutenue par le sens des affaires et les relations médicales que notre famille a développées au fil des décennies. L'implication était claire, contrairement à certaines personnes qui s'étaient lancées seules, Antoine avait le soutien nécessaire pour réussir correctement. Je me suis éclipsé pendant les applaudissements, ayant assez vu de leur célébration de tout ce qui m'avait été refusé quand j'en avais besoin. 3 mois plus tard, mon téléphone a sonné pendant le déjeuner. Docteur Dubois, c'est Jeanne Morrison. Vous avez réalisé ma réduction mammaire l'année dernière. Bien sûr, Jeanne. Comment vous sentez-vous? Merveilleusement bien, grâce à vous. Mais j'appelle pour autre chose. Ma sœur est allée à ce nouveau cabinet Dubois en centre-ville pour une rhinoplastie. Je l'ai recommandé à cause de notre nom de famille, pensant que c'était peut-être lié à vous. Mon estomac s'est noué. Comment ça s'est passé? Pas bien. Les résultats ne sont pas naturels et elle a des problèmes de respiration. Je me demandais si vous pourriez évaluer ce qui n'a pas fonctionné. C'était exactement ce que j'avais craint quand ils avaient décidé d'utiliser le nom Dubois. L'inexpérience d'Antoine se reflèterait sur nous tous. Je serais heureuse de la voir en consultation, ai-je dit. Il y a autre chose. Elle n'est pas la seule. J'ai entendu parler de 3 autres femmes ayant des problèmes similaires après des procédures dans cette clinique. Au cours des semaines suivantes, j'ai traité discrètement 5 patientes qui avaient reçu des soins de qualité inférieure dans le cabinet de ma famille. Mauvaise technique chirurgicale, promesses irréalistes et résultats nécessitant une chirurgie corrective. Je n'ai jamais parlé à aucune d'entre elles de ma relation avec l'autre cabinet Dubois. Éthique professionnelle mise à part, leur déception était une punition suffisante pour l'arrogance de ma famille. L'ironie était parfaite. Ils étaient entrés dans mon domaine pour capitaliser sur un succès qu'ils méprisaient, puis avaient échoué parce qu'ils avaient supposé que la compétence chirurgicale pouvait être transférée sans compréhension artistique ni respect de la spécialité. Antoine avait appris à couper et à coudre, mais il n'avait jamais appris à voir, et leurs patientes payaient le prix de cette distinction. L'appel est arrivé 18 mois plus tard, un mardi matin qui a commencé comme n'importe quel autre. La voix d'Antoine au téléphone était différente. Plus petite, en quelque sorte, dépourvue de la confiance qu'il avait toujours définie. Chloé, nous devons parler. À propos de quoi, Antoine? Le cabinet. Nous avons quelques difficultés. Des difficultés. Un mot si doux pour ce que j'observais de loin. Des plaintes de patients, des consultations pour faute professionnelle et un flux constant de cas de révision cherchant à corriger le travail d'Antoine. Je suis désolé d'entendre ça. Nous fermons le local du centre-ville,
nous déménageons pour quelque chose de plus petit en banlieue. Le cabinet phare qu'ils avaient ouvert en grande pompe fermait ses portes après à peine un an d'activité. Les sols en marbre et les lustres en cristal ne pouvaient apparemment pas compenser des résultats chirurgicaux qui laissaient les patientes insatisfaites et cherchant des procédures correctives ailleurs. Nous nous demandions, a poursuivi Antoine, sa voix à peine audible, si tu pourrais envisager une sorte de collaboration, peut-être nous référer les cas excédentaires ou fournir une consultation chirurgicale en cas de besoin. L'ironie était si parfaite qu'elle m'a presque fait rire. La famille qui avait refusé de soutenir ma formation voulait maintenant mon expertise professionnelle pour sauver leur entreprise ratée. Antoine, j'apprécie que tu m'appelles, mais je ne pense pas que ce serait approprié. Chloé, nous avons fait des erreurs. Nous le voyons maintenant. Papa et maman ont réalisé qu'ils avaient sous-estimé ce que tu as accompli. Trop peu, trop tard. La reconnaissance qu'ils offraient ne venait qu'après que leur propre échec ait rendu mon succès impossible à nier ou à diminuer. J'espère que vous parviendrez à surmonter les défis auxquels vous êtes confrontés, ai-je dit diplomatiquement. Y a-t-il un moyen pour nous de recommencer en tant que famille? J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau la rue animée en bas, où les patients arrivaient pour des consultations, le personnel se préparait pour les opérations et la vie continuait dans le cabinet que j'avais construit sans leur soutien ni leur approbation. Antoine, quand j'avais besoin du soutien de ma famille, tu m'as dit que je regretterais mon choix de carrière. Quand je vous ai invité à célébrer mon ouverture, vous l'avez publiquement qualifié d'échec inévitable. Quand j'ai réussi malgré vos prédictions, vous avez voulu prendre le contrôle de ce que j'avais construit. Nous avions tort sur toute la ligne. Oui, vous aviez tort. Mais plus important encore, vous étiez prêt à me voir échouer plutôt que d'admettre que vous aviez eu tort. Le silence s'est étiré entre nous jusqu'à ce qu'Antoine parle enfin à nouveau. Donc, il n'y a aucune chance pour notre famille de se réconcilier? Il y a toujours eu une chance de réconciliation, Antoine. Mais cela nécessitait de reconnaître que j'avais fait des choix valides et obtenu un succès légitime. Au lieu de cela, vous ne m'avez contacté que lorsque vous aviez besoin de quelque chose de moi. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans mon bureau, digérant la conversation. La famille qui avait prédit mon échec inévitable se débattait maintenant avec le sien. Les parents qui avaient refusé d'investir dans ma formation avaient perdu leur investissement dans le cabinet d'Antoine. Le frère qui s'était moqué de mes choix demandait de l'aide à la sœur qui l'avait méprisé. Je n'ai ressenti aucune satisfaction de leurs difficultés, mais je n'ai ressenti aucune obligation de les sauver des conséquences qu'ils avaient créées. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Sarah. Votre consultation de 14 heures est arrivée en avance. De plus, le docteur Lambert de l'université a appelé pour référer un autre cas de reconstruction complexe. La reconnaissance professionnelle, le succès financier et la satisfaction personnelle étaient tous venus du fait de rester fidèle à ma vision. Malgré leur opposition, le nom Dubois qu'ils craignaient que je n'embarrasse était devenu synonyme d'excellence en chirurgie plastique, mais pas de la manière à laquelle ils s'attendaient. J'avais prouvé qu'un succès bâti sur une passion authentique et une compétence sincère survivrait à un succès bâti sur des avantages hérités et des relations familiales. Ce soir-là, j'ai traversé mon ancien quartier une dernière fois. Passé la maison de maître où les dîners du dimanche se déroulaient sans moi. Passé l'emplacement du cabinet où ils avaient célébré l'entrée d'Antoine dans mon domaine. Passé le monde privilégié où l'approbation comptait plus que la réussite. Mon appartement donnait sur la Saône maintenant, rempli d'œuvres d'art que j'avais choisies, de meubles que j'avais sélectionnés et de la satisfaction tranquille d'une vie construite entièrement selon mes propres termes. La famille qui avait rejeté mes rêves n'avait jamais compris que leur rejet m'avait libéré pour dépasser complètement ses rêves. Parfois, le plus grand cadeau que les gens puissent vous faire est la motivation qui vient du fait de leur prouver qu'ils ont tort. Et parfois, la vengeance la plus puissante est de construire quelque chose de si réussi que leur opinion devient sans importance.